Avant tout, je tiens à m'excuser parce que je suis un poil malade avec une voix pas terrible, de la toux. Et en plus, j'entends pas bien parce que j'ai les oreilles enflammées. Donc si vous voulez me parler, n'hésitez pas à élever la voix. Mais non, mais normalement, je suis pas contagieux. Non, non. Donc je vais procéder à l'appel, s'il vous plaît. Paul Carrère. Présent. Anis Rousteil. Isabelle Cantegrey. Christian Navarret. Yannick Villatoro. Nathalie Momen. Marie-Christine Altimira. Alain Cloutour. Fabrice Aschenmayer. Catherine Cordier est excusée de donner pouvoir à Fabrice Aschenmayer. Hélène Cousseau. Michel Dourte. Martine Gaston. Roxane Olivier. Frédéric Prader. Isabelle de Brito-Combi. Isabelle de Brito-Combi. Bertrand, oui, ça, c'était bon. Bertrand Bordesoul. Valérie Darengos. Henri Fournet. Monique Duvigneau est excusée et donne pouvoir à Valérie Darengos. Stéphane Salvari. Jean-Pierre Pommiès. Vous avez pu prendre connaissance du procès verbal de la séance dernière, la séance du 22 avril. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je le mets au voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut commencer. Administration générale. Désignation des délégués privés du GAL Haute-Lande pour la période 21-27 au titre des fonds européens collège privé. Donc je vous rappelle que le GAL, le groupe d'action locale Fonds européens 21-27, n'est pas une structure juridique, mais qu'elle est portée par le PETR, le pôle économique d'équilibre territorial. Non, pôle PETR, c'est quoi? Aidez-moi. Pôle économique territorial rural, c'est ça. Pôle d'excellence. Non. Je ne sais plus si c'est économique et équilibre, mais en tout cas, c'est ça. Il est composé de... équilibre. Ouais, moi aussi, je crois. Il est composé de 2 collèges, donc ce GAL. Donc un collège public, 12 membres titulaires, donc 6 du PETR, 4 du SMDLA. Donc le SMDLA, c'est le syndicat mixte des Landes d'Armagnac, qui regroupe la communauté de communes des Landes d'Armagnac et Villeneuve-de-Marsan. 1 du parc régional, Landes de Gascogne, 1 du département, ainsi que 12 suppléants. Le collège privé, lui, est composé de 12 acteurs socio-économiques, soit 3 titulaires et 3 suppléants par EPCI. Le rôle du GAL, c'est de sélectionner les projets de territoire qui peuvent bénéficier d'une aide financière européenne et qui fonctionne suivant un règlement intérieur qui lui est propre. Et pour le programme européen 21-27, il siégera jusqu'à fin 2028. Comme nous avons changé de mandat, il est nécessaire de renouveler les délégués du collège privé. Et je vous précise que ces derniers ne doivent pas détenir de mandat électif communal. Ils doivent, ni adjoints ni élus. Et la diversité territoriale doit bien sûr être respectée. Donc ça a été un peu compliqué de trouver des personnes volontaires pour les siéger au GAL, mais avec le soutien de tout le monde, on a pu procéder à ces désignations. Moi, je vous rappelle que quand même, l'enjeu il est important, parce que pour la période 21-27, c'est 2,2 millions d'euros qui sont disponibles en fonds européens et qu'il faudra attribuer. La grande qualité du GAL et du PETR Haute-Lande, c'est qu'on ne renvoie jamais d'argent. Au contraire, on capte les restes d'enveloppe des PETR voisins qui ne les dépensent pas. Donc il y a quand même un enjeu important. Et puis c'est assez intéressant de voir tous les projets qui se développent sur le territoire et qui peuvent être accompagnés par les fonds européens. Donc si vous le voulez bien, moi j'ai une liste de titulaires. J'ai 3 titulaires et 3 suppléants qui ont été donnés par les différentes communes. Si vous voulez bien, on va procéder par un vote à main levée pour les accepter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à ce vote à main levée? Très bien, donc je vous propose, en titulaire, Ludovic Baudin, qui est Morcenay, Mathieu Emma, qui est Tigossé, Tanguy Vermelinger, qui est l'Esperonné. En suppléant, Xavier Desmar, qui est Morcenay, Nicole Béguerie, qui est Tigossaise, et Patrice Lacouture, qui est Morcenay. Après, nous avions 6 candidats, il y a 6 places. Donc je trouve que nous sommes plutôt efficaces. Et je suis content qu'on ait réussi à arriver au bout de cette désignation. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous en êtes tous d'accord? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc nous les informerons. Vous avez trouvé sur votre table la délibération portant sur la composition des commissions communautaires. Vous savez que c'est une délibération que nous avons déjà prise
Et comme nous l'avons précisé, nous avons proposé à l'ensemble des conseils municipaux de désigner des membres qui auraient souhaité siéger dans les différentes commissions. Donc nous avons eu des candidatures et c'est pour ça que je vous propose cette mise à jour. Donc je vais vous faire la lecture uniquement des mises à jour, si vous me le permettez. Donc dans la commission urbanisme, PLUIH, logement, nous avons la candidature. Alors je ne me souviens plus, aidez-moi pour les maires, pour me savoir de quelle commune sont originaires les personnes, s'il vous plaît. Philippe Dubourg, Igos. Brigitte Duverger, ça c'est l'Esporon. Stéphane Salvari, ça c'est bon. Pierre Banot, alors ça c'était pour la commission urbanisme, la commission voirie, travaux, schéma cyclable. Ah, j'ai oublié Perpignan-Jacqui, pardon, et Pressoir Patrick. Tout à fait, c'était pas dans la bonne colonne. Pour la voirie, travaux, schéma cyclable. Pierre Banos. Stéphane Labarthe. Guillaume Brazeille. Patrick Pressoir, Morsinx. Philippe Dubourg. Philippe Fontencotte, Morsinx. Jackie Persillon, Ous. Michel Orloff. Pour la commission culture, petite enfance, jeunesse, nous avons les candidatures de Emma Schritt, Arengos. Céline Duprat, Arengos. Aurélie Giros, Ous. Lucie Lafitte, Ous. Nathalie Sanson, Igos. Catherine Ducassou, Igos. Angelina Guillemsan, Morsinx. Lily Marie Tartas, Igos. Nathalie Langelet, l'Esporon. Nathalie Bellegarde, Onès. Pour la commission de développement économique, tourisme, Sébastien Garbaille, Morsinx. Audrey Baccara, Arengos. Louise Dacunia, Arengos. Laure Chéniaud, Ous. Nicolas Mathieu, Morsinx. Nathalie Sanson, Igos. Bertrand Piel, Morsinx. Guillaume Brazeille, Igos. Véronique Rossini, Igos. Pierre Douette, l'Esporon. Pour la commission de développement durable numérique, Jean-Virgile Festal, Ous. François Chivrac, Onès. Luc Bess, Igos. Nassira Larousse, Morsinx. Maxime Roncan, l'Esporon. Stéphane Salvari, Arengos. Pour la commission finances, Marie Labéry, Igos. Luc Bess et Valérie d'Arengos. Bravo, le tiercé. Bon, cette liste, elle est évolutive dans le temps, c'est-à-dire que si d'autres conseillers souhaitent, à la réflexion, s'intégrer dans une commission ou une autre, il suffit de nous le dire et on fera évoluer la liste autant que de besoin. Moi, je me réjouis de voir que les commissions sont très remplies et donc ça sera synonyme d'un travail collectif efficace. Si vous n'avez pas de questions, je me vois. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La question du personnel. Donc, délibération portant création de 4 emplois non permanents d'agents d'accueil pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour l'Office du tourisme, la médiathèque et le service administratif. Donc, je vous propose de prévoir la création de 1 emploi à temps complet d'adjoint administratif catégorie C en raison d'un accroissement saisonnier d'activité à l'Office du tourisme pour la période du 1er juillet au 31 août. Un autre emploi de même catégorie pour l'Office du tourisme pour la période du 17 août au 18 septembre. Un emploi de même catégorie pour un accroissement toujours saisonnier pour la médiathèque du Pays Morconnais pour la période du 1er juillet au 31 août. Et enfin, un emploi le même chose pour un service administratif de la communauté de communes pour la période du 1er août au 31 août 2026. Donc ça permet d'avoir une continuité de service. Pour l'Office du tourisme, ça permet d'absorber la charge supplémentaire de l'été et de l'ensemble des activités. Et pour les autres services, ça permet d'avoir un peu plus de fluidité pour la pause des vacances des agents titulaires. Est-ce que vous avez des questions? Je te remercie, Fabien. S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Finances. Attribution de subventions pour l'année 2026 pour l'acquisition de maillots pour l'école de tennis l'Esporon Onès, le ROC, l'Esporon Rocket Onès Club. Je laisse la parole à Paul, s'il te plaît. Oui, bon coup. Écoutez, tu as tout expliqué dans le titre. Une demande de subvention a été formulée par l'association de tennis raquette onessois. 42 maillots pour un montant de 1048,80 €. Je rappelle que les subventions sont attribuées à hauteur de 30 € maximum par maillot.
et bien sûr dans la limite des frais engagés par l'association. Et donc, il vous est simplement proposé d'attribuer cette subvention répartie telle que proposée, 1048,80 €. Voilà. Avec la seule obligation donnée au club, à l'association sportive, c'est de faire apparaître le logo de la com de com quelque part sur le maillot. On n'est pas regardant sur sa disposition. Les M12 de l'Esporan Honest, de l'Elo, l'avaient fait un très beau... c'était très chic. Et je crois que c'est la même chose pour le rock. Parce que je l'ai vu... Ah non, le maire va faire... Tu vas faire déplacer le logo. Je te laisse la parole. Je vais intervenir auprès des associations parce qu'effectivement, c'est très bien que la communauté des communes participe financièrement au développement des écoles de sport. Mais je pense que les communes aussi contribuent à ce développement et parfois sont oubliées, notamment sur les maillots des moins de 12 de l'entente de l'Esporon-Onès où l'Esporon et Onès brillent par leur absence en tant que logos communaux. Donc je vais faire attention que le rock puisse essayer de faire quelque chose sur ces t-shirts. Le Barça avait eu le même souci, ils avaient décidé d'enlever tous les logos pendant une certaine période. Mais peut-être qu'il faut leur préciser que c'est bien de mettre le logo de la commune aussi. Si on l'a jamais dit. Voilà. Donc bon, à l'avenir, peut-être que le logo de la communauté sera un peu plus petit et partagé. Okay. Donc nous, pour rappel, pour les nouveaux élus, nous avions augmenté au mandat précédent, on avait doublé l'accompagnement des maillots et aussi parce que les maillots c'est plus anecdotique, mais où on aide concrètement tous les ans chaque club qui a une école de sport, c'est au nombre de licenciés, à hauteur de 6 € par licencié et par an. Et donc nous avions doublé cet accompagnement pour les clubs. Et pour vous dire, c'est un sujet dont je dois discuter avec Valérie, avec sa commission. Au vu des retraits de l'État sur tout ce qui est coupon sport, chèque sport, etc., et l'impérieuse nécessité d'accompagner les jeunes dans les pratiques sportives. On parlait tout à l'heure de CLS et de prévention, mais je pense que le sport pour les jeunes, ça fait partie des préventions immédiates. Je pense qu'il faudra peut-être que nous, on se penche sur un accompagnement à la licence des sports, d'une façon, un chèque sport, un coupon sport, je ne sais pas comment on l'appelait, pour inciter, mais parce que quand le frein financier peut être réel, si on a 2-3 enfants par exemple, donc il faut aussi qu'on puisse accompagner la population sur ces pratiques-là. Et comme on accompagne traditionnellement les écoles de sport, je pense qu'on a peut-être quelque chose à travailler ensemble. C'est une idée, c'est à travailler. Je te livre ça, ça fait partie de notre discussion du mois de juin. Je ne sais plus si je l'ai fait voter, donc je refais voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sollicitation de subvention auprès de la DRAC pour le parc informatique dans le réseau des médiathèques et immédiats du Pays Morcenais pour l'année 2026. Je laisse la parole à Valérie, s'il te plaît. Alors, donc, pour le parc informatique, un renouvellement d'une partie de ce parc informatique qui se fait un petit peu vieillissant, puisque la plupart des PC qui vont être renouvelés datent de 2013. Donc, donne des signes de fatigue. Donc une partie simplement de ce renouvellement va être effectuée pour le réseau des médiathèques. Donc médiathèques, on en compte 4, Morcin, Sigost, l'Esperon et Onès. Et puis ensuite, il y a 3 immédiats, Sender, Ous et Arengos. Vous avez eu joint à cette délibération une note d'information, donc qui est la lettre qui va être envoyée donc à la DRAC, un cahier des charges sur lequel donc il y avait une petite erreur. Pour l'Esperon, ce sera simplement un micro puisqu'il y avait un seul écran, donc ça ne sert à rien d'avoir deux PC. Et les 20, donc il y a 20 matériels qui vont être 20 ordinateurs qui sont répartis donc sur les différents sites, 4 imprimantes et 5 commutateurs. Donc le coût de ces achats s'élève à 14 970,87 € hors taxe. On demande une participation de 40% donc auprès de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine pour 5 988,35 € et le reste sera financé par la communauté des communes, donc à hauteur de 60% pour 8 982,52 €.
Et la répartition des PC, il y a 2 PC à chaque fois sur chaque antenne de médiathèque parce qu'il y a un PC pour le prêt et un PC à usage du public. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Lachenmayer. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voulais intervenir concernant cette délibération relative à la demande de subvention auprès de la DRAC. Dans un premier temps, j'observe en effet qu'il était urgent de ne pas se précipiter la dernière fois, puisque la précédente délibération n'avait aucun plan de financement précis en tout cas, et un budget vague de 20 000 euros. Donc là, c'est vrai qu'on a des chiffres qui se rapprochent vraiment de la réalité, et finalement, quelque part, on économise même 25%. Mais ces devis m'amènent en fait à une seconde observation. Je comprends que pour finaliser la demande de subvention auprès de la DRAC, on soit allé chercher des devis par facilité auprès des entreprises en ligne. La question, c'est la suivante. J'espère que les prestataires morcelés qui vendent ce type de matériel seront sollicités, et que votre préférence ira au commerce de proximité lorsqu'il faudra signer le bon de commande. Il sera en effet inconcevable que la collectivité puisse se prévaloir de soutenir l'économie locale, et dans ses discours en tout cas, et qu'en fléchant ses investissements réels, ce soit fait sur les plateformes numériques ou des prestataires lointains pour des biens qui sont disponibles à 2 pas d'ici. Voilà, c'était la réflexion que j'avais en lisant les devis. Vous comprenez que le commerce de proximité est vraiment le poumon essentiel de nos communes. Et si nous avons la possibilité, évidemment dans le cadre des règles de la commande publique, de passer commande auprès de nos commerçants, j'espère en effet que nous le ferons. Voilà, je vous remercie. Mais vous avez raison, monsieur Lachenmayer, mais vous avez raison surtout dans votre conclusion. C'est qu'on est tenu par les règles de la commande publique. Donc pour établir des devis, bon, c'est plus facile de les faire en ligne, ça c'est une évidence, mais ça ne vaut pas commande, hein, c'est une évidence aussi. Et après, par contre, dans l'établissement des devis et des achats, on devra respecter les règles de la commande publique. Et donc là, malheureusement, c'est un sujet qu'on a souvent abordé justement dans le cadre du PETR, je sais pas comment on dit, le localisme n'est pas un critère retenu par les critères de la commande publique. Donc on essaye de travailler sur ce sujet-là. Quand les devis sont approchants à quelques euros près, en mettant en avant aussi les services et la qualité des services donnés par nos commerçants locaux, on peut essayer de travailler dans ce sens-là. Quand les devis sont très franchement différents, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas possible, malheureusement, quoi. Donc effectivement, on travaille systématiquement avec les commerçants locaux. Sur l'informatique, on a un morcené qui vend de l'informatique localement. On a une relation très contrariée avec lui parce que cette histoire de devis, etc., c'est quelque chose qu'il a eu beaucoup de mal à intégrer. Moi, j'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois. Malheureusement, on a des règles qui s'imposent à nous, vous le savez. Et donc, on respecte les règles qui sont parfois, quand je vais dire contraignantes et un peu absurdes. Parce que dans le même temps, on nous enjoint de respecter, de faire vivre le commerce local, ou en tout cas de faire vivre le territoire, et de l'autre, on nous oblige à répondre à des marchés publics qui sont souvent pris par les plus grosses structures. Donc effectivement, je vous rejoins, nous serons vigilants sur ce sujet-là, mais nous serons contraints par les règles générales qui s'imposent à toutes les collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Non, juste pour vous donner une bonne nouvelle, c'est qu'en effet, j'ai demandé les devis à propos pour ce marché, et on serait en dessous de 1 000 euros à peu près, mais on serait en dessous des devis obtenus sur les plateformes numériques. Je vous remercie de travailler pour la collectivité. Après, vous savez qu'on a des services informatiques, alors je ne sais pas quelle est votre formation, mais on a des services informatiques qui sont attentifs à ce sujet-là, et donc on leur laissera faire leur œuvre et de travailler comme il bon leur semble. S'il n'y a pas d'autres questions, je me vois. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sollicitation aide aux manifestations lecture publique du Conseil départemental pour l'année 2026. S'il te plaît, Valérie. Une chose à faire, c'est appuyer sur le bouton. Donc, pour faire vivre nos médiathèques, il y a besoin de programmer des animations. Là, ce que l'on vous propose, c'est un plan de financement donc, sur les animations prévues au titre de l'année 2026. Donc, certaines ont été déjà enclenchées, mais ce sont ici des animations payantes.
Donc là, il est également question de solliciter le conseil départemental des Landes à hauteur de 40% pour une aide à ces manifestations. Alors, vous les avez vues, donc voilà, je ne vais pas toutes vous les lister. Simplement pour vous dire que certaines manifestations se font également en collaboration avec les classes primaires de certaines écoles. D'autres s'adressent à des publics différents, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient enfants. Il y a aussi des choses qui se mettent en place en collaboration avec et en partenariat avec des événements type la semaine de la petite enfance. C'était notamment le spectacle enfant du mois de mai. Au mois de juin, il va y avoir le mois du Japon et je vous en parlerai plus en détail dans la délibération suivante. Pour la journée du patrimoine, il y a également des choses de prévues. Enfin voilà, donc les animations payantes sont prévues dans le cadre du timing et de l'année qui se déroule, et puis se font aussi avec... Ah oui, alors ce que j'ai relevé, c'est le partenariat avec certaines associations, notamment l'association Donès Lahari, et puis le Festigeux qui va se faire en partenariat avec le Ludobus et l'association Thérapie de Chun. Voilà, donc on diversifie les activités payantes. Donc le montant total des projets s'élève à 12 487 €. Le subventionnement demandé au conseil départemental, donc pour 40%, parce qu'il est plafonné aussi à 5 000 €, il y en a pour 4 994,80 €, donc c'est quand même bien calculé. Et la participation de la communauté de communes reste donc à 7 492,20 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme riche des activités de la médiathèque intercommunale, pardon. J'ai appris un mot, c'est japonisme, moi. Est-ce que personne ne le connaissait? D'accord. Voilà. Vous irez chercher. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Convention de partenariat avec l'association Landes Attractivité, s'il te plaît, Roxane. Alors, pour les nouveaux élus, je vais peut-être expliquer en 2 mots ce qu'est Landes Attractivité. Landes Attractivité, c'est l'agence départementale chargée de promouvoir l'image et l'attractivité du territoire landais. Il agit à la fois sur le tourisme, l'économie et l'accueil des nouveaux habitants, avec une stratégie de marketing territoriale cohérente à l'échelle du département. Son action, elle permet de renforcer la visibilité des Landes et d'attirer des flux, que ce soit des touristes, des entreprises ou du résidentiel, et de soutenir la dynamique locale. Donc depuis sa création, on participe financièrement. Alors pourquoi on participe? Parce que pour nous, ça nous permet de bénéficier directement de retombées économiques, parce que comme on est présent sur toute leur communication, eh bien, ça attire du monde sur nos territoires. On mutualise les moyens pour mener des actions de promotion et on contribue à une image cohérente et forte du département. Et aussi, on accède à des outils. En 2022, pour exemple, on avait fait un diagnostic de notre territoire en termes touristiques qui nous avait permis de pouvoir effectivement mener des actions derrière de développement de notre territoire. Donc aujourd'hui, on doit voter notre participation pour l'année 2026. Pour rappel, le coût du plan d'action 2026 est évalué à 300 000 €. Elle est financée à 200 000 € par le conseil départemental. Le reste se répartit entre les 18 communautés de communes, enfin EPCI, et les 3 chambres consulaires, qui représentent 20 000 €. Donc la contribution pour le pays morcelais s'élèverait à 1 750 € pour l'année 2026. Donc, Président, je vous demande de bien vouloir faire voter parce que c'est important pour la partie touristique de notre territoire. Merci Roxane. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. J'ai 2 feuilles collées, donc j'ai sauté la... Merci Frédéric d'avoir rien dit. J'ai sauté la délibération sur la DIL. Donc nous allons la faire maintenant. Je vous prie de m'excuser. Participation financière. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention sur Landes Attractivité. Je vous remercie. Merci Roxane. Donc participation financière à l'Agence départementale d'information sur le logement dans les Landes, la DIL 40. Merci Hélène. Oui, tout le monde connaît la DIL. Donc c'est une association qui mène
des actions extrêmement importantes en matière de logement, alors pour les élus, pour les locataires en difficulté, mais aussi, ce qui n'est peut-être pas dit dans la délib, c'est aussi pour les bailleurs, parce que des bailleurs, des fois, n'ont pas en main les procédures nécessaires quand ils rencontrent des problèmes. Donc c'est aussi une agence qui peut être consultée par l'ensemble des bailleurs. Donc la communauté de communes du Pays Morcennais a toujours soutenu la DIL. C'est un soutien financier qui se calcule sur le recensement de la population. En l'occurrence, au sein de cette communauté de communes, il y a 9 702 habitants multipliés par 0,22 par habitant. Donc ça représente un montant d'aide de 2 134 € pour la communauté. Voilà, donc je laisse le soin à Monsieur le Président de vous faire voter cette délibération. Pour les nouveaux élus, juste vous préciser que la DIL, en fait, on y adhère, mais on y adhère pour le compte des habitants du territoire. Parce que la DIL est le référent juridique ouvert à tous pour toutes les questions qui ont trait au logement. Donc le fait que nous, on y adhère fait que les habitants du Pays Morcennais peuvent se retourner vers la DIL pour des questions, des conseils juridiques sur tout ce qui a trait au logement, que ce soit des questions fiscales, financières. Voilà. Donc c'est un service ouvert à tous. Et surtout, c'est un service neutre et gratuit. Donc c'est aussi important de le mettre à disposition. Et ils font des permanences délocalisées à Morsinx. S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je fais juste une petite parenthèse avant de redonner la parole à Valérie. C'est pour Monsieur Lachenmayer, parce que ça me... Je trouve que vous travaillez à l'établissement de devis, tout ça, donc pour vous guider dans le bon sens. Juste rappeler que la collectivité, elle est engagée dans un SPASER. Alors c'est un nom compliqué pour dire quelque chose de simple. En fait, c'est un schéma de promotion de l'achat public socialement et écologiquement responsable. Donc dans tous les achats que l'on va faire tous les achats que l'on fait depuis l'année dernière, l'ensemble des services ont la consigne de répondre à l'ensemble des directives données par le SPASER, comme on travaille collectivement avec les EPCI voisins, avec Euroteland, par l'intermédiaire du PETR, en fait. Et donc, dans l'établissement de devis, il faut aussi penser, quand vous ferez vos recherches, à s'assurer que les entreprises s'inscrivent aussi dans une logique éco-responsable d'acheminement, de transport, etc. C'est important à garder à l'esprit. J'ai fait voter la DIL. À chaque fois, je m'en souviens plus, je parle trop, mais je me souviens plus. Donc, au cas où, y a-t-il des oppositions pour la DIL? Des abstentions? Je vous remercie. Médiathèque. Le premier contrat de cession sur la représentation du spectacle Kiboko, s'il te plaît, Valérie. En préambule, je vais y arriver avec ce micro. Je voudrais, parce que Nicole Ducout, qui présidait cette commission culture, avait l'habitude de dérouler le programme d'animation du réseau du Pays Morcennais. Donc je vais faire de même, parce que là, les 4 délibérations qui vont suivre, je vais faire peut-être plus vite alors que Nicole. A priori, c'est ça qui est demandé et qui est attendu. Hein? Bon, d'accord. C'était très bien ce que faisait Nicole, c'était intéressant. Voilà. Il y avait peut-être le maire d'Onès qui râlait un peu. Bien. Donc, je vais faire comme si je n'avais pas entendu certains maires et donc continuer mon plan de... Donc, les 4 délibérations qui vont suivre vont consister à parler d'animations qui sont payantes. Malgré tout, le programme met en œuvre plein d'animations qui sont gratuites. Donc, ça vaut le coup quand même de le souligner et d'indiquer que ces animations ne se déroulent pas toutes sur la commune de Morsens-la-Nouvelle et qu'il y a quand même des choses qui se passent dans les autres communes, peut-être pas assez, mais ça, on va y travailler dessus. Donc, dans le réseau des différentes médiathèques, il y aura des animations sur une animation qui s'appelle Babillage et racontage des drôles pour les enfants jusqu'à 8 ans. Également dans le réseau des médiathèques de l'origami, donc une création d'origami créée par les usagers et le public dans sa globalité. Donc il y aura une exposition, ça avait déjà eu lieu, me semble-t-il, par les années passées. Également, dans les différentes médiathèques, 2 artistes du Pays Morcennais proposent une sélection de leurs œuvres en lien avec le thème du Japon qui s'intitule Méli-Mélo du Japon.
Également dans le réseau des médiathèques, en partenariat avec le Ludobus, il y aura des animations au cours de l'été et et notamment c'est toujours babillage et racontage. Donc ça c'est ce qui va tourner sur les différentes médiathèques et sur les différentes communes. Ensuite, sur les choses qui vont être un petit peu plus stables, donc à la médiathèque de l'Esperon, il y aura une présentation de photographies sur la faune et la flore des Landes. Donc c'est un projet de la commune avec une immersion dans de nombreux espaces de la commune, dont la médiathèque. Donc ça ne sera pas qu'à la médiathèque, ça sera un petit peu dispersé dans la commune. Sur Aringos, il y aura également une animation présentée par le Ludobus et la médiathèque dans le parc des Sept Hauts. Et à l'Esperon encore, une présentation des photographies. Ah ben c'est la même en fait. Immersion Lande de Vincent Laouze. Ok. Sur Morsens, la plupart effectivement des animations. Donc il va y avoir notamment une sélection d'œuvres sur l'art japonais tiré du catalogue de la Microfolie, réseau du musée numérique de la Villette. Il y aura également alors je vais passer sur les animations payantes parce que ça on va y venir dans les délibérations. Une précision, quand on dit payantes, Oui. elles sont payantes pour la collectivité, Oui. pas pour l'usager. Non, voilà, oui, pardon. Oui. Donc médiathèque, rendez-vous de discussion sur livre-film. Donc là c'est en partenariat avec la présence de la librairie La Lanterne, avec une sélection de livres sur donc le thème toujours du Japon. Il y aura 2 rendez-vous cinéma, une exposition et une projection, donc à Morsens toujours, en partenariat avec la projection du film Les Délices de Tokyo. Sur Morsens toujours, un opéra goûter d'exception. Donc un temps d'opéra d'1 heure proposé aux enfants dès 6 ans et pour les adultes. Et enfin, héros et héroïnes grecs et romains. Alors, voilà, ça, j'ai pas bien compris ce que ça venait faire dans le thème du Japon, mais peut-être. Faudra venir voir l'exposition pour mieux comprendre le lien entre les deux. Donc, voilà toutes ces animations qui sont proposées tout au long du mois de juin et au mois de juillet aussi. On en a jusqu'au 9 juillet. Il y a des dates proposées jusqu'au 9 juillet. Et donc, les 4 délibérations qui vont suivre sont des animations qui sont payées, effectivement, qui vont demander une contribution financière de la part de la communauté, mais qui seront entièrement gratuites pour tous ceux qui iront voir ces différentes animations dans les différents réseaux. Donc la première concerne le mois du Japon et la programmation des animations. La médiathèque du Pays Morcenais proposera Kiboko, un conte théâtralisé avec des marionnettes de l'association Le Frix Club. Donc ça sera à la médiathèque de Morsens le mercredi 3 juin à 15h30. Donc le coût de cette action, 870 € TTC, avec le prix de la prestation 730 € et les frais de déplacement 140 €. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Oui, puisque vous avez évoqué plusieurs délibérations, donc j'ai regardé l'ensemble des délibérations, enfin des 4 qui nous sont proposées sur ce thème japonisant. Je m'interroge sur la disproportionnalité des coûts des différentes interventions. À savoir que vous venez de parler de l'association Frix Club, qui nous propose donc une intervention pour 30 minutes à 870 €. Alors que si on additionne les interventions sur l'ensemble des autres prestations, on est à 8 heures cumulées d'animation à peu près pour le même coût. Voilà, donc je voulais simplement attirer votre attention quand même sur ce prix qui me semble quand même exorbitant, puisque si on ramène à l'heure, ça voudrait dire que le spectacle coûterait 1 500 € de l'heure, alors qu'on est sur une base de 100 € à peu près sur les ateliers. Voilà. Alors, je n'ai pas les explications là-dessus, tu as peut-être effectivement. Mais moi, j'ai une explication Ah générale. La prestation artistique, elle ne se calcule pas à l'heure. Ce n'est pas une intervention d'un plombier. Donc, dedans, il y a les frais de création. Dans le Frix Club, je ne sais pas combien il y a d'intervenants. Il y a peut-être un décor. Il y a peut-être aussi un technicien. J'allais chercher un technicien son. Pardon. Il y a le prix du spectacle aussi. Voilà. Donc je pense que c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire.
que de dire que c'est rapporté à un prix horaire. Si vous allez... je vais prendre une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais tout le monde va la comprendre. Si je prends une pièce de théâtre où il y a deux techniciens et 2 acteurs, qui est fait par l'association morcenaise de théâtre, le coût de session va être 1 000 euros. Si je fais venir un seul en scène avec un seul régisseur d'un grand artiste parisien, ça va me coûter 10, 15, 20, 100 fois plus cher. Donc la prestation artistique, elle ne se mesure pas au coût horaire, je le répète, on ne fait pas intervenir un plombier ou un carreleur, quoi. Oui, non, je suis bien d'accord sur ce que vous venez de dire. Simplement, c'est en termes de programmation. Voilà, je pense qu'avec la même somme, en effet, on aurait pu peut-être faire davantage d'ateliers, permettre justement aux écoliers d'être davantage encore sur ces manifestations, avec un nombre d'heures, en effet, conséquent. Voilà, c'est simplement... je ne juge pas ni la qualité ni le coût de ce spectacle-là en particulier, mais dans le cadre de la programmation générale. Alors, en revanche, voilà, je suis arrivée, la programmation était déjà faite, donc ça, effectivement, je l'entends. Je serai vigilante pour les prochaines manifestations. Mais moi, je vous encourage à venir rejoindre ma commission sur la culture, l'enfance et la jeunesse, parce que vous avez plein de bonnes idées. Et donc, ça serait peut-être utile que vous soyez dans la commission pour nous aider à choisir ces manifestations. Tu peux le mettre au vote. Ce sera la dernière... D'accord. C'est bon. OK. Donc, sur la première contrat de section, donc de la compagnie, l'association Frix Club, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. Désolée, c'était juste pour ajouter qu'en termes de programmation sur la médiathèque, il y a énormément de choses. Tous les mois, il y a des spectacles ou des animations. Donc voilà, même s'il y a cette répartition financière que vous relevez, il faut quand même noter qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants malgré cette répartition. Et de qualité, de très grande qualité. Je vous donne la parole. Vous rajoutez des choses, mais les choses, elles se rajoutent avant le vote. On essaye de le garder à l'esprit. Mais là, on peut rajouter exceptionnellement, et puis on se fera attention pour la suite. Hein. Vas-y, je t'en prie. Oui, juste rajouter aussi le travail inclusif que fait la médiathèque, qui accueille l'ensemble des publics et qui travaille également avec le service animation du CIAS, qu'ils accueillent très régulièrement, le PGPS aussi. Donc, ils accueillent aussi l'ensemble des publics et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, voilà, à souligner aussi. Alors, je rencontre la directrice Jeanne-Françoise vendredi pour qu'elle m'explique effectivement comment les choses se programment, comment les choses sont faites et travaillées. Donc, voilà, on va... Merci Anaïs et Nathalie, c'était des interventions pertinentes. C'est juste, si on peut les faire juste un poil avant, ça serait bien. Je vous remercie. Donc, contrat de cession du droit de représentation d'un atelier de création artistique autour des estampes japonaises. Michel m'a dit qu'il viendrait voir. Et d'une conférence sur le japonisme. Bien, donc là, toujours pareil dans le cadre des animations sur le mois du Japon. Donc là, ce sont des animations réalisées par Madame Isabelle Beccia, docteur en histoire de l'art des musées de Bordeaux. Donc cette intervention sera le vendredi 5 juin de 14 à 18h à la médiathèque de Morsens. Donc ça s'agroupe. Alors cette prestation s'adresse, et quand tu parlais d'inclusion, effectivement, au groupe de l'association Sans Façon et au public de la médiathèque également à partir de 14 ans. Donc là, la prestation est de 350 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je réfléchissais à votre intervention, M. Lachenmeyer. Si je fais l'analogie entre cette intervention d'universitaire à 350 € qui a préparé son intervention, sans doute le double, le triple de temps de préparation par rapport à sa conférence, et si je regarde par analogie au spectacle qui était préparé avant, avec une vraie création artistique, du travail de création, de mise en place, etc., moi je ne trouve pas que la différence elle soit si significative que ça en termes de cours. S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Contrat de cession du droit de représentation d'un atelier bien-être de Shiatsu. Alors là encore, toujours dans le mois du Japon, un atelier de bien-être.
je pense qu'on va pouvoir s'inscrire de façon unanime. Shiatsu, donc Benjamin Chavez proposera cet atelier à la médiathèque de Morsens le samedi 6 juin à 10h30 pour une durée de 1h30 et ça s'adresse aux enfants dès 16 ans et aux adultes. 150 € TTC la prestation. Et c'est, comme le faisait remarquer Paul, c'est local puisqu'il n'y a pas de frais de transport puisqu'il habite dans une commune proche, mais il est très lié à notre libraire. Ok. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Contrat de cession du droit de représentation d'un atelier d'écriture d'haïku. Alors, l'atelier d'écriture donc sur la poésie japonaise, présenté par Madame Hélène Deslandes. Donc, il y aura 2 sessions, le mardi 9 juin pour les classes de Morsens-la-Nouvelle et de Sender. Et puis ensuite, une autre intervention à l'immédiat d'Aringos dès 14h, parce que ces ateliers s'adressent aux enfants de CM1 et CM2. Et donc, sur notre RPI, les enfants de CM2 sont effectivement à Aringos. Le coût de cette action est de 180 € TTC. Puis le samedi 27 juin de 10h à 12h à la médiathèque d'Aunès-la-Harie, 2 heures d'atelier pour les enfants dès 16 ans et les adultes. Coût de l'action 120 € TTC, donc un coût total pour l'intervention de Madame Hélène Deslandes de 300 € TTC. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur les haïkus? Paix du vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau. Mais c'est ça un haïku. Merci. Voilà. Comme ça, vous avez tous progressé. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. J'allais dire merci Valérie de l'ensemble de cette présentation, mais il en reste une. Oui, non, mais j'ai fait tout le travail ce soir. Convention et avenant de mise à disposition des locaux des communes d'Aringos, Morsens-la-Nouvelle, L'Esperon, Aunès-la-Harie et Ousse-Suzan pour les services RPE et l'AEP de la communauté de communes, s'il te plaît. Alors, donc, je rappelle que RPE, donc, c'est le réseau de la petite enfance. Les LAEP, ce sont les lieux d'accueil enfants-parents. Et donc, il y a déjà des conventions de mise à disposition des locaux par les différentes communes d'Aringos, L'Esperon, Aunès pour les services RPE. Le service LAEP va utiliser les mêmes locaux 4 à 5 vendredis par an sur les matinées, donc sur Aringos, L'Esperon et Aunès. Donc, les conventions établies entre la commune de Morsens-la-Nouvelle pour l'utilisation de ces locaux par le LAEP vont être reprises. La convention, va être reprise. Et le LAEP va également désormais intervenir sur la commune d'Ousse-Suzan à compter du mois de mai, puisque Ousse se propose désormais donc un local pour accueillir cet accueil. Alors, il convient donc d'établir un avenant de mise à disposition des locaux pour les communes d'Aringos, L'Esperon et Aunès, en tenant compte de l'extension des jours et des horaires en modifiant un article de ces conventions initiales, de modifier la convention de mise à disposition des locaux pour le service LAEP sur Morsens et d'établir une convention initiale d'utilisation de la salle pour le LAEP uniquement sur la commune d'Ousse-Suzan. Merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je me réjouis de la remise en action du LAEP sur le pays morcenais. C'était une demande forte de la CAF sur le mandat précédent. On a beaucoup travaillé, Nicole a beaucoup travaillé sur cette remise en œuvre. Et donc, c'est important que de ce lieu de... C'est quoi un LAEP? C'est un lieu de rencontre et de sociabilité pour les parents. C'est surtout ça. Être jeune parent ou être parent tout court, c'est pas forcément donné à tout le monde. Oui. Et donc, c'est ce lieu de rencontre, d'échange, de sociabilité avec un professionnel qui permet aussi de répondre à des difficultés qui peuvent être passagères ou inscrites dans le temps. Ça fait partie de l'accompagnement de l'enfance et de la parentalité en pays morcenais. Oui, donc il y avait un LAEP sur Igos qui n'est pas dans ce que je viens de citer parce que le local utilisé n'était pas adapté. Donc nous travaillons à ce sujet pour que cet accueil puisse se refaire sur Igos. Oui, c'est important qu'on aille au plus près des publics. L'aller vers est essentiel. Vous savez qu'on en reparlera dans les conseils à venir, mais la mobilité, c'est un sujet central pour toutes les politiques publiques qu'on met en œuvre sur le pays morcenais.
Donc, au-delà de déplacer les populations, il faut trouver le moyen d'aller au plus près de celles qui rencontrent des difficultés. Et donc, le fait d'avoir un accueil qui est présent dans chaque commune, même les plus petites, comme Ous par exemple, eh bien, ça répond à des attentes et ça permet de répondre à des difficultés que rencontrent les familles sur le territoire. S'il n'y a pas de questions sur l'AEP, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en a fini avec l'ordre du jour. Les informations diverses. Désignation de la SCP Crust-Penaud pour représenter la communauté de communes devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans des procédures au tribunal administratif. Décision du droit de préemption urbain pour les communes de Morsinx-L'Esperon, Morsinx-la-Nouvelle, l'Esperon, Igos-Saint-Saturnin, Onès-Lary, Aringos. Vous en avez pris lecture. Décision du droit de préemption urbain sur les communes de Morsinx-la-Nouvelle, Igos-Saint-Saturnin, Onès-Lary, c'est pour la numéro 4 2026. Et la numéro 5 2026, le droit de préemption pour les communes de Morsinx-la-Nouvelle, L'Esperon, Onès-Lary et Aringos. Donc vous avez toutes les dégâts qui vous sont donnés en information. Nous avons reçu une question diverse de M. Lachenmayer concernant la demande d'inscription d'une concernant la décision numéro 2 2026, celle que j'évoquais en premier, la désignation de la SCP Crust-Penaud des avocats pour accompagner la collectivité dans une démarche au tribunal administratif. Là, je ne vais pas faire lecture de l'ensemble de votre question, je vais faire une résumé, vous m'y autorisez ou autrement vous voulez en faire la lecture? Donc il y a deux parties dans votre question. La première, c'est sur la forme, et la deuxième, c'est sur le fond de la décision et de se porter en justice devant la Cour d'appel de Bordeaux. Moi, je vais faire la première réponse sur la forme et je laisserai la parole sur le fond à Hélène. Il y a quelque chose qui est désagréable, je vous le dis comme je le pense, c'est la remise en question systématique de la probité des élus. Je veux dire, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas valider les décisions, vous pouvez vous y opposer, mais remettre en question la probité des élus, moi je trouve que c'est complètement déplacé et ça n'a pas sa place dans cette Assemblée. Si cette décision elle est posée maintenant dans ce conseil communautaire, vous le disiez vous-même dans votre lettre avec plusieurs mois de retard, je vous rappelle que les deux derniers conseils communautaires ont été consacrés à l'installation de la collectivité. La première, c'est la désignation du président. La deuxième, c'était l'installation de l'ensemble des commissions et autres désignations. Et que tout ça, ça demande du travail à l'ensemble des services. Et que pour travailler, pour faire cette mise en place, ils ont beaucoup œuvré. Et que donc, c'est dans la logique maintenant qu'on reprend le fil normal des conseils communautaires, que de voir apparaître les décisions qui ont concerné ces deux périodes, qui, dans une période élective, le délai, il ne me semble pas complètement aberrant. Enfin, ils ne sont pas du tout aberrants. Donc, nous opposer que c'est parce qu'il y a un complot que cette décision est placée maintenant, moi, je trouve ça totalement déplacé. Cette remise en cause, je le répète, de la probité des élus, elle est malsaine. Elle ne va pas dans le sens du respect démocratique qu'on doit avoir dans notre Assemblée. Et de façon générale, pour l'ensemble des élus de la République qui traversent parfois des moments difficiles dans l'état actuel du corps social. Donc je pense qu'en tant qu'élu, on doit se tenir à une certaine rigueur et on peut dire la même chose. Enfin, vous pouvez exprimer votre mécontentement et dire « je trouve déplacé », sans dire que derrière il y a un complot et que c'était une manœuvre dilatoire, je reprends vos mots, pour essayer de cacher quelque chose, alors que ce sujet a été abordé de nombreuses reprises lors du mandat précédent. Donc je vous invite à garder un peu de mesure, s'il vous plaît, dans vos propos. Sur la forme aussi, vous vous étonnez que la collectivité aille en justice pour faire valoir ses droits. Enfin, moi, je pense que ça fait partie du travail de la collectivité de faire valoir ses droits, surtout sur les sujets d'urbanisme. C'est des sujets qui sont particulièrement contentieux, qui suscitent parfois du mécontentement chez nos administrés parce qu'on prend des décisions qui ne sont pas comprises parfois, parce qu'on les explique peut-être pas assez, ou en tout cas qui ne vont pas dans le sens de leur intérêt. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt général et l'économie générale du document d'urbanisme. Alors, peut-être que parfois on se trompe, hein. Ça, moi je veux bien l'admettre, et que des fois on est rappelé à l'ordre et qu'on doit changer nos décisions, mais à l'échelle d'un document qui a pris presque 5 ans pour être établi, qu'il y ait des choses qui des fois ne soient pas cohérentes, pourquoi pas.
dont acte, on corrige, on essaye de travailler, on reprend, on remet les choses sur le métier. C'est assez fréquent. Des contentieux sur l'urbanisme, on en a souvent. Souvent, on se prémunit de ces contentieux avec des cabinets d'avocats parce qu'il faut aussi préserver les intérêts de la collectivité. Donc moi, ça me choque. C'est pas étonnant plutôt que la collectivité s'est adjoint les services d'un avocat pour suivre ce dossier. Ça fait partie du traitement normal de cette tâche. Est-ce que ça obère le budget de la collectivité pour la suite? Moi, je ne sais pas ce que sera la décision de justice. Ça sera peut-être favorable à la collectivité, peut-être que ça sera défavorable à la collectivité. En tout cas, nous, on a des arguments qu'on fait valoir, on a une croyance, on a une volonté qu'on fait valoir et qu'on portera. Et si le juge nous dit qu'on s'est trompé, on se sera trompé. Mais si le juge nous dit qu'on a raison, on aura raison. Mais personne n'est capable de le dire à ce moment-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement en première instance que les choses peuvent être établies, sachant que le rapporteur avait, je vais laisser la parole à Hélène, le rapporteur, elle était plutôt dans notre sens, c'est-à-dire qu'on était surpris du résultat. Donc moi, je vous enjoins, j'ai mis un souhait, monsieur Lachenmeilleur, ne remettez pas en cause la probité des élus, ne remettez pas en cause la probité de la collectivité, essayez d'être solidaire. Vous verrez, c'est une sensation qui est agréable, d'être solidaire avec un groupe quand on travaille ensemble. Donc essayez d'être plus... Pardon ? Non, l'omerta, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes élu depuis 2 mois, vous estimez devoir... non, c'est moi qui parle, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes élu depuis 2 mois, vous faites comme les autres élus, vous prenez les choses au fur et à mesure, et vous pouvez demander des éclaircissements. Mais demander des éclaircissements, c'est pas la même chose que de dire vous êtes des menteurs. C'est pas la même chose. Vous comprenez la différence. Voilà. Donc si vous le faites, c'est parce que c'est votre stratégie, je l'entends. Mais moi, au nom de la collectivité, je trouve ça malsain. Donc si tu veux bien, Hélène, reparle du fond, s'il te plaît. Oui, je vais reprendre le dossier au fond. Je ne vais pas vous répondre de façon polémique, je vais vous répondre en droit et je m'arrêterai là. Il y a 2 aspects dans votre question. La première que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que dans les 5 mois de la notification du jugement n'a pas été porté à l'ordre du jour d'un conseil communautaire l'abrogation partielle donc à la requête de la société HD Investissement. Bon, encore une fois, c'est pas de façon polémique, je vais vous le dire, mais je pense que vous n'avez pas pris connaissance de l'entièreté du dossier. Parce que si vous aviez certainement pris connaissance de l'entièreté du dossier, vous n'auriez peut-être pas posé cette question et surtout, vous n'auriez pas accusé les élus, et en l'occurrence la commission urbanisme et en l'occurrence moi, puisque je suis présidente de la commission urbanisme et que c'est moi qui ai amené un petit peu le fait de faire appel et même d'accompagner les services chez mes ex-confrères. Bon, je pense que vous n'avez pas pris connaissance de l'entièreté du dossier. Je suis certaine que si vous l'aviez fait, vous n'auriez pas employé le mot dilatoire, parce qu'il faudrait quand même définir ce qu'est dilatoire. Alors, je vais vous répondre sur la première question. Pourquoi est-ce il n'a pas été porté à l'ordre du jour l'abrogation ? D'abord, il y a eu un appel. Effectivement, l'appel n'est pas suspensif en matière administrative. Mais je pense que d'abord, le juge administratif n'a pas pris conscience de la lourdeur d'une procédure. Il ne suffit pas de porter comme ça, à l'ordre du jour d'un conseil communautaire, l'abrogation partiellement du PLU. Ça demande une procédure. C'est le code de l'urbanisme qui l'évoque, c'est personne d'autre. Et que lorsqu'on doit abroger partiellement un PLU, ça implique à tout le moins une modification, mais en l'occurrence là, une révision du PLUI. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et le président n'a absolument aucun pourvoir, lui, pour dire, ben voilà, je vais abroger ça, là, le conseil communautaire, je mets ça à l'ordre du jour, je vais abroger, je vous demande d'abroger
partiellement le PLU pour que la parcelle en question redevienne classée en zone Y. Ça, c'est pas possible. D'autre part, je ne sais pas si vous avez lu le jugement du tribunal administratif, je pense que oui, puisque vous l'avez analysé. Pas très bien, ceci dit en droit, pas très bien en droit. Mais vous avez quand même dû voir qu'il y a des erreurs matérielles très importantes dans le jugement. Ça veut dire que le juge a imposé, non pas un conseil communautaire, mais un conseil municipal, d'abroger, de porter à l'ordre du jour pour l'abrogation partielle du PLU, et en plus, il s'est carrément trompé de date. C'est-à-dire qu'il a demandé d'abroger la décision, je crois que c'est de juillet, alors que de janvier, alors que la décision était de juillet. Déjà, il y a 2 erreurs matérielles extrêmement importantes au sein du jugement. Donc, ce jugement, il n'est pas exécutoire en l'état. Pourquoi la partie adverse n'a pas fait une requête en rectification matérielle? Moi, je pose la question, puisque vous êtes censé, vous, être l'avocat officieux de la partie adverse. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas une requête en rectification matérielle, puisque le jugement, il n'est pas exécutoire en l'état? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a eu des conclusions qui ont été déposées. Alors, nous avons fait appel de la décision, et je vous dirai pourquoi ça n'est pas dilatoire, comme vous pouvez le dire, parce que, je ne sais pas si vous avez vu déjà les conclusions introductives d'appel, elles sont fondées en droit. Elles sont tellement fondées en droit que le commissaire du gouvernement, quand il y a eu l'audience de première instance, était allé dans notre sens. Il s'avère, ça arrive, que le juge ne l'a pas suivi. Mais pour vous dire que si un commissaire du gouvernement reprend l'argumentation d'une des parties, ça veut dire que l'argumentation en droit, elle est fondée. Et donc qu'il n'y a aucun caractère dilatoire à l'appel que l'on a interjeté appel. Bon, ça c'est autre chose. Ensuite, vous verrez donc dans les conclusions qui ont été déposées, tout ça a été soulevé. Elles ont été déposées avec avant de dire droit l'inexécution donc du jugement. En plus, ce jugement, il a été rendu combien de mois avant les élections? Comment voulez-vous de toute façon qu'on puisse porter, c'était 3 mois ou quelque chose comme ça, à l'ordre du jour d'un conseil communautaire, ou 9 mois, voilà, ça, mais peu importe 9 mois, allez, 1 an si vous voulez, mais là, en l'occurrence, c'était 9 mois. À partir de la notification, on va porter un conseil communautaire ne sachant pas ce qui va se passer, et peut-être que les élus qui étaient là avant n'auraient pas été après. On ne pouvait pas, dans ces circonstances, de toutes les façons, poser ça à l'ordre du jour. Et ensuite... je veux dire que c'est toujours des décisions extrêmement importantes parce que, imaginons au pire des cas, on procède à une révision du PLUI. On arrive à nous dire, on modifie le zonage de la parcelle en question. Et puis la Cour d'appel se prononce. Et puis la Cour d'appel nous dit, bah oui, j'infirme le jugement de première instance. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on refasse une révision du PLUI pour remettre la parcelle en zone EN. Donc on est dans des situations, mais il y a de la jurisprudence de la Cour, il y a quand même de la jurisprudence du Conseil d'État, notamment un arrêt de 2021 où effectivement on a un cas quasiment similaire. Donc je peux vous donner les références, vous pouvez aller consulter l'arrêt du Conseil d'État, qui n'est pas vieux, il est de 2021. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, tout ça fait que vous ne pouvez pas dire... Parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un appel dilatoire quand même. Ça veut dire qu'une partie n'a aucun argument et utilise des moyens de droit fallacieux pour gagner du temps. Voilà ce que ça veut dire, le caractère dilatoire. Or, si vous avez pris connaissance de l'entièreté du dossier, encore une fois, de l'ensemble des conclusions qui ont été déposées, des moyens de droit qui ont été développés, vous ne pouvez pas dire que l'appel il est dilatoire. Ce n'est pas possible. En l'occurrence, donc, ces conclusions qui ont été déposées, d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de réponse de la partie adverse. Toujours pas. Donc, voilà. Alors, après, je ne vais pas rentrer, moi, dans la polémique, des avocats, ça coûte cher, etc. Ben oui, des avocats, ça prend des honoraires. Quand on va manger au restaurant, on paie un repas. Ben, quand on va consulter un avocat, on paie sa compétence. Voilà.
et on paie le suivi d'un procès. Voilà. Donc un avocat, ça coûte pas plus cher que... Voilà. Donc je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, parce que bon, ça en vaut pas la peine. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Je pense que voilà. Après, on pourrait faire, si vous voulez, un débat juridique sur le caractère dilatoire et la jurisprudence et le pourquoi on a fait appel. Hein. Moi, je suis tout à fait prête. Si vous voulez, on peut l'avoir, mais en off, parce qu'on ferait perdre du temps à tout le monde. Merci. Vous voulez la parole, monsieur Aschenmayer? Ce sera très bref. C'est simplement, en effet, pour vous remercier de ces informations. Je pense qu'en effet, il était nécessaire quand même qu'on soit informé d'une procédure qui a été enclenchée en 2023 avec plusieurs rebondissements. Voilà, je suis l'avocat de personne. Simplement, je m'étonnais en effet de cette arrivée d'un document 3 mois après, donc 3 mois de retard, qu'on aurait pu glisser, hein, comme on l'a fait pour d'autres sujets dans les derniers conseils. Donc c'est pas vraiment un problème de timing à mon avis. Il s'agit pas j'ai retenu vos mots complot, menteur, etc. C'est pas du tout le sens de ma démarche. Je remets pas en cause cet aspect-là. Simplement, une fois de plus, j'estime qu'on a droit à la transparence sur des sujets qui semblent quand même impacter l'ensemble des élus autour de cette table. Donc, je vous remercie de nous avoir éclairés sur ce dossier. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler de cette affaire en conseil communautaire. Peut-être en bureau des maires, peut-être dans d'autres instances, mais sûrement pas en conseil communautaire. Voilà. Et puis, bon, vous avez répondu très très rapidement à ma question diverse, qui était quand même un peu plus détaillée. Donc, bon, je ne veux pas en effet faire perdre trop de temps à tout le monde, mais j'aimerais bien quand même que cette question diverse que j'ai rédigée soit distribuée aux élus. Merci. Je vous ai proposé de la lire, hein, je vous rappelle. Oui. Juste, je redonne la parole à Hélène, juste pour rebondir sur une de vos remarques. Si je l'avais glissé, comme vous l'avez dit, dans un conseil précédent avec l'ensemble des éléments, etc., vous m'aurez fait le reproche inverse en me disant vous n'accordez pas suffisamment de temps ou quand vous essayez de cacher quelque chose. Donc, on se mord la queue. C'est que si vous voulez en parler, vous en parlez. Mais je le répète, monsieur Aschenmayer, si vous voulez poser des questions, posez des questions. C'est pas un problème. Non, si. Mais travaillez la forme alors. Oui, travaillez la forme. Travaillez le fond, parce qu'il y a besoin, mais travaillez la forme aussi. Soyez moins incantatoire et moins agressif sur les questions, en plus, humainement, c'est mieux. Et vous proposez, puisque c'est quelque chose qui a l'air de vous préoccuper beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez que la procédure va avancer, vous pouvez me solliciter, il n'y a pas de problème. Moi, je vous répondrai quel est le stade de la procédure, où est-ce qu'on en est, quand est-ce que les audiences seront fixées, etc. Voilà, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, il y a une transparence totale là-dessus. Et on attendra que la Cour d'appel se prononce. Et si entre-temps, eh bien, on entame la révision du PLUI, comme une révision du PLUI, c'est très long, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de modification doit être rattaché à une révision, mais elle n'a pas encore commencé. Pour cause, eh bien, on le fera. Ce sera votre conclusion ? Vous êtes en train de nous dire que vous acceptez de modifier le classement de cette parcelle ? Absolument pas. Ah Absolument bon, pas. parce que vous parlez d'une révision. Je vous ai expliqué tout à l'heure que... Éteignez votre micro, c'est possible. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans la question que vous avez posée, c'est une vision très simplifiée des choses, c'est-à-dire on met pas ça en conseil communautaire, on n'abroge pas et hop, on retombe en Y puisque c'était le cas. On doit, pour modifier ça, procéder dans le cadre d'une révision du plan local d'urbanisme puisqu'on passe d'une zone N, on devrait passer d'une zone N en zone Y. Ça ne peut être rattaché qu'à une procédure de révision. Bien sûr que oui. Comment voulez-vous faire ? Non. Ah non, pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Non, pas dans ce cas-là. Regardez le code de l'urbanisme. On ne passe pas. Il y a des spécialistes ici. Hein. Moi, j'étais pas spécialiste en droit d'urbanisme, mais quand même, on ne passe pas d'une zone N en zone Y par une simple modification d'un PLUI. Ça, c'est impossible. Regardez.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, pour être bien précis, pour ne pas que mes propos soient déformés, voilà, c'est pas du tout qu'on accepte. On dit simplement qu'il n'était pas dans notre intention de dire, non, on n'en veut pas du tout à la société HD Investissement. De toute façon, moi je la connais pas, donc je lui en veux absolument pas. Hein. Mais simplement, il s'avère que c'était comme ça et que maintenant, aujourd'hui, si la Cour nous disait qu'il fallait qu'il confirmait le jugement de première instance, eh bien, dans le cadre de la révision que l'on fera, à ce moment-là, on pourra, oui, procéder à cette reclassification. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Franchement, consulter un avocat, alors peut-être ça vous coûtera un peu cher, mais consulter un avocat, il vous le confirmera. Où Hélène a évoqué, pour que ce soit clair pour tout le monde, où Hélène évoquait la question de la révision, notre document général d'urbanisme a besoin de passer par une procédure de révision parce que chaque commune a des attentes et en plus, nous sommes aussi contraints par les différentes dispositions de l'État, en particulier zéro artificialisation nette, qui devra aussi nous faire tous réfléchir sur notre consommation d'espace. Donc, nous travaillons actuellement sur un cahier des charges pour lancer une procédure de révision. Une procédure de révision, ça sera long, c'est coûteux, c'est long. Comme Hélène me dit, 3-4 ans, si on a le vent dans le bon sens. Ça nous coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une réalité. Ça demandera beaucoup de travail à l'ensemble des élus. Donc, c'est quelque chose qu'on va enclencher rapidement parce que ça conditionnera aussi l'ensemble de notre consommation d'espace et développement urbain et communal dans les années à venir pour les dizaines d'années qui vont suivre. Donc, on aura de ce travail-là et toutes les communes seront associées. Je vous rappelle aussi la méthode qui a prévalu à la création de l'ancien PLUI et qui nous amène aussi à ce contentieux. Chaque commune a fait des propositions pour la gestion de ces espaces. C'est-à-dire la communauté de communes n'est que le lieu de travail collectif de l'élaboration, mais chaque commune, chaque maire, chaque conseil municipal était à la baguette pour savoir dans sa commune comment elle veut développer les zones de logement, les zones économiques, etc. Où on a besoin de travailler collectivement, et c'est là qu'on devra tous travailler d'arrache-pied, et ça sera compliqué, moi je vous le dis déjà que ça sera compliqué, c'est qu'après, l'économie générale du document d'urbanisme, il se juge à l'aune de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si on doit consommer 30% de moins, ça sera 30% de moins, mais ce ne sera pas mathématique dans chaque commune. Hein. C'est-à-dire qu'on devra juger de combien on consommait chaque commune dans les 10 dernières années, comment ça se répercute, est-ce que c'était du logement, etc., etc. Donc toutes les zones, actuellement c'est un peu le débat qu'on avait lors du conseil du bureau des maires la dernière fois, c'est quand on parlait réflexion sur les zones économiques, quand on sait que telle parcelle ancienne entreprise est à vendre chez un tel, mais ça nous fait réfléchir en disant que si on récupère des parcelles qui sont déjà dans le document actuel, eh bien, on n'aura pas besoin d'aller consommer du foncier ailleurs. Donc tout ça, ça doit aussi nous préoccuper. Et la révision, ce sera une tâche compliquée. Et ce contentieux, il découle aussi de ces procédures qui ont tenu lieu pour l'ancien PLUI. C'est-à-dire qu'il y a eu besoin à un moment de déclasser un certain nombre de parcelles parce qu'on devait avoir de l'économie foncière. Et donc, ce qui a prévalu pour les anciens élus morcelés, aucun n'est autour de la table aujourd'hui. Hein. Donc, tu peux lui parler du cas Chauvin, où on a réussi. Oui, j'allais y venir. Donc, ce qui avait prévalu, c'est qu'il a eu un moment fallu faire des choix et que les zones économiques ont été choisies. Alors, moi, je parle de ce que je ne connais pas, j'y étais pas, mais je sais comment ça a été travaillé. Il a fallu faire des choix entre les zones qui portaient des projets et celles qui ne portaient pas des projets. Celles qui ne portaient pas des projets à ce moment donné, eh bien, malheureusement, elles se sont vues déclasser. Ce qui provoque la colère du propriétaire, ce que j'entends, et on est au contentieux. Et après, on verra qui avait raison. On a eu le même cas sur Igos Saint-Saturnin pour l'entreprise qui est en centre-ville, sans citer de nom. On a pu réajuster les choses. On est passé par le même contentieux, sauf qu'au lieu d'aller au tribunal, on a fait une procédure de médiation parce qu'on a pu discuter, ce qui n'est pas le cas dans le contentieux précédent. Et on a abouti à un accord. Donc il y a quand même des solutions plus... où vous vous préoccupez, monsieur Lachenmeyer, de l'argent de la collectivité et de son engagement.
C'est jamais par gaieté de cœur qu'on va chercher des avocats. Et si on peut faire de la médiation, on en fait. Mais pour faire la médiation, il faut être deux. C'est comme un couple. Bien, chers amis, je vous remercie. Chers collègues, pardon, je m'enflamme. Chers collègues, je vous remercie, et non moi amis, et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.